André Foster savait ce que signifiait travailler dur pour une vie incertaine. Ayant grandi à Jackson, dans le Mississippi, avec 3 frères et une mère qui jonglaient avec 2 emplois, il a appris très tôt que le monde ne donnait rien gratuitement. Il a décroché son premier emploi d'ensacheur de course à 12 ans, et à 17 ans, il livrait des journaux à l'aube, puis se rendait en cours avec des taches d'encre sur les mains. Il y avait toujours du bruit chez les Foster, mais André était discret, observateur, planificateur, celui qui rêvait d'une vie stable avec quelqu'un qui verrait ses sacrifices et les valoriserait. Il avait rencontré Tanya dans la vingtaine, une femme de Memphis au regard vif, aux ambitions urbaines et à la langue bien pendue. André était attiré par son assurance, sa capacité à entrer dans une pièce et à s'y approprier pleinement. Elle rêvait, parlait d'ouvrir sa propre boutique, et peut-être même de voyager à Paris juste pour faire du shopping. André se fichait de Paris. Ce qui l'intéressait, c'était la façon dont Tanya le faisait se sentir plus qu'invisible. Quand elle lui souriait, il voyait tout son avenir. Ils s'étaient mariés vite, trop vite, disaient certains, mais aucun d'eux ne les écoutait. Après leur mariage en toute simplicité, ils achetèrent une jolie maison de 2 chambres, près de Memphis. Ce n'était pas grand-chose, mais André y voyait du potentiel. Un jardin pour les enfants, un garage pour ses outils et une cuisine où Tanya pourrait préparer ses fameuses tartes à la patate douce. Il a également mis son nom sur l'hypothèque de la maison de Tanya. Il parlait d'avoir 2, voire 3 enfants, et André travaillait de longues heures à la poste, faisant des heures supplémentaires le week-end pour nettoyer les voitures des voisins. Leur fille, Léla, est née 3 ans plus tard, une véritable explosion de boucles et de rire. Tanya était une bonne mère au début, joueuse, attentionnée, toujours en train de prendre des photos pour son Facebook. André avait l'impression d'avoir réussi. Il y avait les barbecues en famille dans le jardin, les fêtes d'anniversaire de Léla avec des châteaux gonflables, et les week-ends où André faisait griller des travers de porc pendant que Tanya riait avec ses amis. Il la regardait alors et se disait, on a réussi. Nous sommes heureux. C'était simple, mais suffisant. Mais au fil des années, les choses ont changé. L'ambition de Tanya ne l'a jamais quitté. Elle a simplement changé. Elle en voulait plus. Plus de vêtements, plus de voyages, plus d'attention. Elle a lancé sa boutique en ligne dans leur garage rénové, transformant l'atelier d'André en studio. Cela ne le dérangeait pas. Il voulait qu'elle ait quelque chose à elle. Elle passait plus de temps loin de chez elle, se déplaçant pour des événements de réseautage, répondant à des appels professionnels tard le soir. André attribuait cela à son dynamisme, à ses rêves, et continuait à travailler. Si Tanya était heureuse, se disait-il, c'était tout ce qui comptait. Il lui fallut longtemps pour admettre, d'abord à lui-même, puis aux autres, que Tanya n'était pas heureuse. Pas avec lui. Pas avec sa vie. Elle a commencé à tout critiquer, ses horaires de travail, sa façon de s'habiller, même sa façon de parler. Elle leva les yeux au ciel lorsqu'il rapporta du poisson-chat frit de son restaurant préféré, murmurant qu'il avait des goûts de villageois. Elle rentrait tard, parfois même pas du tout, prétextant des urgences professionnelles. Il y avait une distance, un mur qu'il ne pouvait franchir, malgré tous ses efforts. André essaya de sauver les choses. Il offrit des fleurs à Tanya, l'emmena à des dîners chics qu'il ne pouvait pas se permettre, accepta tout ce qu'elle voulait juste pour préserver la paix. Mais elle ne fit que se refroidir. Léla, prise entre 2 feux, a commencé à passer plus de temps chez sa grand-mère. André s'est mis à dormir seul sur le canapé, écoutant le rire étouffé de Tanya à travers le mur de la chambre, tout en discutant avec ses amis sur FaceTime jusque tard dans la nuit. Le coup de grâce est arrivé un jeudi après-midi de printemps. André avait terminé son service à la poste plus tôt que prévu et avait décidé de surprendre Tanya en lui offrant un plat à emporter de son restaurant thaïlandais préféré. Il s'était garé dans l'allée et avait aperçu une voiture élégante et inconnue garée devant. La portière était entr'ouverte. À l'intérieur, un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant, un grand inconnu bien habillé, se tenait dans le couloir, ajustant sa ceinture. Tanya se tenait à côté de lui, un sourire narquois. L'espace d'un instant, André crut s'être trompé de maison. Mais Tanya s'est contentée de rire. « Tu as rendu les choses trop faciles, docteur, dit-elle, les yeux vides. Toujours à travailler, jamais à regarder. » L'homme fit un signe de tête à André comme s'il n'était rien, puis sortit. Tanya ne prit pas la peine de s'expliquer. Elle ne s'excusa pas, ne parut même pas gênée. Elle passa devant André, son parfum persistant derrière elle comme une gifle.
André ne se souvenait pas d'être allé chez sa mère ce soir-là. Il se souvenait à peine d'avoir appelé Léla pour lui dire qu'il l'aimait. La trahison était trop lourde à digérer, un poids dans sa poitrine. Il songea à partir, à lui pardonner, à ce que devaient dire les voisins. Finalement, il resta assis en silence sur le porche de sa mère, à regarder les étoiles s'allumer et s'éteindre. Les 2 semaines suivantes passèrent vite. Tania s'était préparée. Pendant qu'André faisait des heures supplémentaires, elle avait refinancé la maison, sa maison, en utilisant de faux documents. Il l'apprit en rentrant chez lui, trouvant un adjoint du shérif sur le porche, un avis d'expulsion plié en 2. Tania se tenait sur le seuil, les bras croisés, regardant André ranger ses affaires dans un vieux sac de sport. « Tu dois y aller, dit-elle. C'est ma maison maintenant. » Elle n'a pas bronché quand il l'a supplié de changer d'avis, n'a pas hésité quand il lui a rappelé tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Comme il refusait de partir, elle a appelé la police. André emménagea dans un motel délabré en périphérie de la ville, le genre de motel avec des lumières clignotantes dans les couloirs et des taches suspectes sur la moquette. La chambre sentait l'eau de javel et la fumée. Chaque matin, il se réveillait, s'attendant presque à un cauchemar. Mais chaque journée commençait de la même façon. Chambre vide, douche froide, silence. Il continuait à travailler, dormant à peine, incapable de manger plus qu'une tranche de pain et quelques gorgées de café. Certains soirs, il passait devant la vieille maison et regardait Tania rire dans l'allée avec son nouvel homme. Il pressait le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, puis démarrait sans que personne ne le remarque. Des amis lui proposaient des canapés, mais seulement pour quelques nuits. Certains murmuraient qu'André avait dû faire quelque chose pour mériter ce qui lui était arrivé. Tania était charmante, elle l'avait toujours été, et elle racontait bien son histoire. Même les cousins d'André, ceux avec qui il avait grandi, cessèrent de répondre à ses appels. Il devint le fantôme des barbecues familiaux, un avertissement que les mères racontaient à leurs fils. Ne te laisse pas marcher sur les pieds comme André l'a fait. La bataille juridique pour la maison fut perdue d'avance. Tania avait falsifié des documents, effacé son nom de l'acte de vente et affirmé que la maison lui appartenait depuis toujours. Le tribunal lui a donné raison. L'avocat d'André a été dépassé, débordé et manœuvré. Il a tout perdu. Maison, meubles, même Léla, qui a choisi de rester chez sa mère pour plus de stabilité. André a eu droit à des visites, mais uniquement à la discrétion de Tania. Noël est arrivé et est passé. André l'a passé seul dans son motel, à regarder La vie est belle sur une télévision clignotante. Il a laissé un cadeau pour Léla chez sa mère. Un recueil de poèmes, leur tradition secrète, mais Tania ne la laissait jamais le prendre. Le jour de la remise des diplômes de Léla, André regardait de l'autre côté de la rue Tania poser pour des photos de famille avec son nouveau petit ami. Léla l'appelait « Papa » dans une publication Facebook. André le fixa pendant 1 heure avant de supprimer son compte. Dans le silence, André se souvint de quelqu'un qui n'était jamais trop exigeant, son oncle Percy. Homme étrange, Percy avait vécu à Greenville, en Caroline du Sud, dans une maison bleue grinçante remplie d'antiquités et de vieux disques de blues. La plupart des membres de la famille ignoraient Percy, le traitant de bizarre, de radin ou simplement de reclus. Mais André avait toujours fait l'effort, il envoyait des cartes de Noël, le appelait 1 fois par mois et venait déjeuner 1 fois par an. Percy ne parlait pas beaucoup, mais lorsqu'il le faisait, il donnait à André des conseils qui lui restaient. Ne mendie pas l'amour, mon neveu. Construis simplement ta paix. Un vendredi pluvieux, 6 mois après avoir perdu sa maison, André reçut une lettre recommandée d'un avocat de Greenville. Oncle Percy était décédé. Il n'y avait pas eu d'enterrement. Percy n'avait jamais aimé la foule. La lettre était simple. Le testament de Percy léguait tout à André. Cela comprenait $600 000 de liquidités, une collection d'antiquités rares et un acte de propriété d'une petite maison de location dans un quartier calme de Greenville. André lut la lettre 3 fois, à peine convaincu. Il n'avait jamais eu plus de $5 000 sur son compte en banque d'un coup. L'espace d'un instant, il songea à appeler Tania pour lui annoncer la nouvelle. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais il se souvint alors de son expression lorsqu'elle l'avait mis à la porte, du rire dans ses yeux. Il laissa passer cette envie. Tania ne s'était jamais souciée d'oncle Percy. Elle l'avait traité de vieil homme bizarre, la seule fois où André lui avait suggéré de lui rendre visite. Elle fronça le nez à l'idée de passer des week-ends à Greenville, prétendant qu'elle s'ennuierait et que Percy n'avait probablement rien d'intéressant à voir de toute façon.
Quand le nom de Percy était évoqué, elle changeait de sujet d'un geste de la main, dissimulant à peine son agacement. Tania n'appréciait pas les gens qu'elle ne pouvait pas utiliser. Ce soir-là, André était assis au bord du lit du motel, la lettre de l'avocat dans une main, son téléphone dans l'autre. Le contact de Tania planait sur l'écran, son visage lui renvoyant une photo prise dans des années plus heureuses. Le pouce d'André planait sur le bouton d'appel. La tentation de jubiler, de lui montrer qu'il n'avait pas fini, le submergeait. Mais il se souvint alors de chaque indifférence, de chaque insulte, et du jour où elle avait appelé la police juste pour le voir s'éloigner. Il raccrocha et laissa le téléphone éteint pour la nuit. Une nouvelle inquiétude l'envahit. Pas de colère, pas vraiment de joie, mais un étrange espoir tremblant. Pendant des années, André avait survécu, mais maintenant il pouvait respirer. Il rappela l'avocat le lendemain matin, s'enquit de l'héritage et écouta attentivement ses explications sur le transfert des biens. C'était surréaliste, comme l'histoire d'un cousin éloigné, pas sa propre vie. La première chose qu'André fit fut de régler sa note de motel. Il emballa le peu qu'il avait, des vêtements, quelques dessins d'enfance de Léla, une Bible usée, et laissa la clé à la réception. Il se rendit à Greenville pour voir la maison de location que Percy lui avait laissée. Elle était vieille mais solide, avec des planchers grinçants et un immense magnolia devant. À l'intérieur, des grains de poussière dansaient au soleil, et une légère odeur de tabac flottait dans l'air. André passa une semaine à nettoyer, peindre et réparer la maison. Il travaillait de ses mains, transpirait et chantait sur de vieux disques de blues trouvés dans la collection de Percy. Chaque jour, l'endroit ressemblait un peu moins à la maison d'un inconnu qu'à un sanctuaire. C'était la première fois depuis des années qu'il se sentait serein, ne serait-ce qu'un instant. Avec l'argent de l'héritage, André avait remboursé toutes ses dettes et mis de côté un fonds pour les études de Léla, même si elle ne lui avait pas adressé la parole depuis des mois. Il résistait à toute envie de divulguer sa nouvelle fortune, de la publier en ligne ou de la confier à ceux qui doutaient de lui. Il apprit à aimer les victoires discrètes. Au lieu de ruminer le passé, il faisait des projets d'avenir. Tania tenta de lui tendre la main lorsqu'elle apprit qu'André n'était plus en difficulté. Elle lui envoyait des textos, l'appelait tard le soir, et lui envoyait même un long courriel d'excuses, sans jamais prononcer le mot « désolé ». Elle parlait de coparentalité, du manque qu'il avait causé à Léla, de la possibilité qu'ils puissent tous prendre un nouveau départ. André ne répondit pas. Il savait que chaque mot était un appât pour une œuvre caritative, pas la sienne. La vie à Greenville était plus calme, mais pour la première fois, André sentit son cœur se détendre. Il commença à faire de longues promenades le soir, s'arrêtant parfois dans un petit restaurant de Main Street pour prendre un café. La serveuse, Madame Gloria, lui rappelait sa mère, toujours souriante, s'enquérant toujours de sa journée. André se surprit à rire davantage, à dormir plus profondément et à se réveiller avec un but dans la vie. Il utilisa une partie de son héritage pour créer une petite entreprise de nettoyage mobile, un rêve qui le taraudait depuis son adolescence. Le travail était honnête, et la nouvelle de ce nouveau venu au talent exceptionnel se répandit rapidement en ville. En moins d'un an, André avait 3 employés à temps partiel et des contrats avec 2 concessionnaires. Il n'était pas riche, mais il était indépendant. Il gardait un cercle restreint d'amis. Les amis disparus après son divorce étaient restés sans lui, et André ne pleurait pas leur perte. Il appréciait les quelques liens authentiques qu'il avait noués, des gens qui ignoraient tout de Tania, de la maison, ni du désordre qu'il avait laissé derrière lui. Pour la première fois, il avait l'impression de pouvoir se définir sans le poids de vieilles blessures. Parfois, tard le soir, il recevait un SMS de Tania, généralement après un incident grave. Son nouveau petit ami était parti, une facture était en retard, la maison avait besoin de réparation. André ne répondait jamais. Il ne la bloqua pas, laissa simplement ses messages s'accumuler comme des feuilles mortes. Il comprit enfin qu'il ne lui devait rien, pas même sa colère. Léla lui tendit la main à sa manière. Une carte postale ici, un texto pour son anniversaire. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. André répondait gentiment, lui répétant sans cesse qu'il l'aimait et qu'elle était la bienvenue à tout moment. Il n'avait jamais dit du mal de Tania. Il savait que Léla devait trouver sa propre voie et qu'elle finirait par découvrir la vérité. Une année passa, et la chance de Tania sembla tourner brusquement. La boutique a fait faillite, son nouvel homme a disparu avec ses économies, et la maison, l'ancienne demeure d'André, a été saisie. Un ami commun a envoyé à André une vidéo de Tania sur le porche, hurlant sur les déménageurs, sa fierté s'effondrant.
Il a regardé la vidéo en silence, puis l'a supprimée. Le karma, pensa-t-il, avait fait son œuvre. Quand Léla arriva à Greenville cet été-là, elle était plus âgée, plus calme et plus prudente. Elle serra André dans ses bras comme si elle avait peur qu'il disparaisse. Ils passaient de longs après-midi ensemble, à réparer des voitures, à partager des repas et à reconstruire la confiance que Tania avait tenté d'effacer. André voyait la douleur dans les yeux de sa fille et savait qu'il ne pourrait rien dire pour la guérir du jour au lendemain. Alors il écoutait simplement. André ne s'est jamais vanté de son héritage ni de ce qu'il avait construit. Il n'a adhéré à aucun groupe et n'a pas publié de récit de son parcours. Il mesurait sa réussite à l'aune de ses matinées paisibles, de son travail honnête et du retour lent et régulier du rire de sa fille. Il apprit que parfois, la meilleure vengeance consistait simplement à survivre et à prospérer, loin des regards. Au fil des mois, André reprit son identité. La trahison ne disparut pas, mais elle perdit de son pouvoir. En se regardant dans le miroir, il vit un homme brisé, reconstruit, brique après brique, en silence. Pas d'applaudissements, pas de gros titres, juste une belle vie, vécue tranquillement. Tania tenta, une dernière fois, de se frayer un chemin à nouveau, se présentant à son entreprise sous prétexte de prendre des nouvelles. André était poli, mais distant. Il lui souhaitait bonne chance, mais lui faisait comprendre que le chapitre de sa vie était clos. Lorsqu'elle partit, la tête basse, André sentit une vague de paix l'envahir. Ce soir-là, assis sur sa véranda, le soleil plongeant derrière le magnolia, il réalisa que tout ce qu'il avait été contraint de laisser derrière lui avait fait place à la vie qu'il désirait tant. Il remercia silencieusement son oncle Percy, Léla, lui-même, de n'avoir jamais abandonné. André apprit que le karma ne rugissait pas toujours. Parfois, il murmurait, parfois il attendait, mais il n'oubliait jamais. Finalement, il comprit que la liberté ne consistait pas à se venger, mais à avancer avec grâce. Et ainsi André vécut, tranquille, satisfait, insensible au chaos qui avait autrefois tenté de le détruire. Il avait perdu une maison, un mariage et de soi-disant amis, mais il avait gagné quelque chose de bien plus précieux, la paix, un but dans la vie et la certitude que rien de ce que Tania ferait ne pourrait plus jamais le briser. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire marquante.